En République démocratique du Congo, alors que le bilan des blessés, des morts et des fugitifs, mais aussi des déplacés et des pillages ne réduit pas, eh bien, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est dans une logique de trouver un responsable, un coupable à toutes les crises que vit aujourd'hui la RDC, notamment dans l'est du pays. Nord Kivu, Ituri, Sud Kivu, que se passe-t-il réellement? À qui la faute? Kenya, Ouganda, Rwanda, mais également Joseph Kabila. À qui la faute finalement? On en parle dans ce jour, dans cette émission évidemment Regard panafricain, mais aussi nous ferons un tour dans l'actualité qui met en exergue l'ONU et la MONUSCO sur le territoire congolais qui accompagne désormais la SADC. C'est une organisation régionale. Merci à tous de regarder Regard panafricain qui ne reçoit nul autre que le docteur Sango. Il est politologue et internationaliste. Merci d'être là. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Cassandra Begoudé. Merci aussi d'être là ce soir. Je vais saluer les multiples téléauditeurs et téléspectateurs. Je vais dire bonsoir à la technique qui est portée par Kelly. Et ravi Gouté de m'avoir encore convié pour essayer d'apporter les esquisses réponsionnelles à cette problématique que vous avez choisi de mettre sur la table de l'analyse. Et merci à tous de nous écouter. Regard panafricain démarre juste après cette transition. Pourquoi Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo se sent en insécurité dans son propre pays à la tête du pouvoir? Celui-ci accuse son prédécesseur d'intenter ou alors de fomenter une insurrection sur le territoire congolais, mais aussi d'être à la tête de l'Alliance Fleuve Congo, une association ou encore un regroupement qui a dans son sein le M23, le mouvement rebelle, le mouvement du 23 mars. Docteur Sango, avant de parler de ces déclarations du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lors d'une interview à une télévision congolaise, parlons déjà de la gouvernance de Joseph Kabila. Celui-ci qui a été au pouvoir pratiquement pendant une dizaine d'années. Docteur Sango, s'il fallait mettre un mot pour décrire sa prise de pouvoir jusqu'à son départ, pourrait-on parler d'un pays de paix, un pays calme, un pays en sécurité? Écoutez, la RDC a cessé d'être un pays de paix depuis qu'on a assassiné le premier ministre Patrice Lumumba. C'est lorsqu'on a assassiné ses compatriotes panafricanistes que la RDC a sombré définitivement dans le chaos. Je parle souvent d'un chaos infinitésimal, c'est-à-dire d'un chaos qui a du mal à s'arrêter parce qu'on n'arrive pas à voir comment ce pays-là se donne les moyens pour arrêter ce terme-là, ou du moins ce chaos-là. Du moins, si on voit, lorsqu'on voit la direction que ce pays-là prend a pris en termes, n'est-ce pas, de gouvernementalité, en termes d'idéologie, on comprend bel et bien que ce pays-là a décidé d'enterrer définitivement la paix de ce grand pays qui est pourtant densément nanti en ressources naturelles et en matières premières. Donc dans cette logique-là, on pourrait donc comprendre que tous les présidents qui ont succédé à la tête de l'État de la RDC après la mort du Premier ministre Patrice Émérite Lumumba n'ont pas été à la hauteur d'apporter une réponse significative à ce problème chaotique qui a été instauré par les puissances occidentales. Donc le président Kabila, qui est arrivé à la tête de la RDC par un coup d'État qui avait été initié et implémenté par les puissances occidentales, ne pouvait pas avoir les mains libres, malgré peut-être la bonne volonté qu'il avait, ne pouvait pas avoir les mains libres d'implémenter significativement la politique souverainiste du Congo telle que
avait été pensé par le président ou le premier ministre Patrice Lumumba. Donc le fait que Kabila soit l'élément porté et utilisé par cette dynamique occidentale, sa gouvernance ne pouvait qu'être une gouvernance mitigée, incapable ou alors insuffisante de répondre aux réalités de la RDC. Mais cependant, on peut faire une analyse ou alors une évaluation comparative des différents présidents qui se sont succédés après Patrice et émérite Lumumba. Il y a d'abord eu le père Kabila qui était là, qui a été utilisé pour tuer Mobutu. Vous savez que c'est toujours comme ça que les puissances occidentales fonctionnent. Lorsque Mobutu a cessé de servir leurs intérêts, ou du moins lorsqu'il a commencé à développer les velléités nationalistes, on a monté Kabila père pour l'assassiner. Et même chose lorsque Kabila père a cessé de montrer les visages de docilité, on a utilisé des rebelles, on a assassiné, on a mis son fils au pouvoir. Donc aujourd'hui, Kabila a hérité, n'est-ce pas, de ce processus france-africain des coups d'État qui ne visait pas à apporter des libérations au sens clair du terme, mais qui visait tout simplement à remplacer la porte par la fenêtre, remplacer un élément par un autre élément, avec pour objectif de maintenir le système france-africain qui est un système de spoliation et de destruction. Donc Kabila, à mon avis, son bilan a été mitigé parce que on n'a pas vu comment il a développé le Congo, on n'a pas vu comment il a apporté une solution définitive à la crise congolaise en RDC. Même si à la fin de son mandat, on peut comprendre tout le chantage que la communauté internationale et les puissances occidentales faisaient déjà à ce dernier lors de son dernier mandat, parce que ce dernier-là voulait déjà mettre les mains sur les véritables causes de cette crise-là. On a tout fait pour qu'il parte du pouvoir et on a fait venir donc, en vertu de ce qu'on appelle la démocratie occidentale, Tshisekedi, qui est aujourd'hui confronté à une situation totalement théâtrale. Donc voilà un peu le processus historique qu'on peut mener sur la problématique congolaise. Merci Dr Sango pour ce premier jet. Alors lors du mandat du président Joseph Kabila, certains ont estimé que, c'est vrai, vous l'avez mentionné tout à l'heure, il y avait cette expression mitigée, mais certains estimaient que le pays allait bien, mais la question sécuritaire avec la multiplication des attaques vers la fin de son mandat venait entacher sa gouvernance. Aujourd'hui, certains estiment aussi, certains observateurs avertis estiment que le président Félix Tshisekedi Tshilombo devrait plutôt se rapprocher de Kabila afin de déceler une solution à la problématique sécuritaire dans la République démocratique du Congo, mais plutôt aujourd'hui, il se lance dans des accusations. Comprenez-vous les accusations, Dr Sango, du président Tshisekedi envers Kabila quand il affirme que l'AFC, c'est Joseph Kabila et que celui-ci a décidé de s'éclipser lors de l'élection présidentielle de 2023 parce qu'il préparait une insurrection? Écoutez, nous comprenons parfaitement cette sortie du président Tshisekedi. C'est une sortie qui est tout simplement l'expression de l'impuissance de Tshisekedi à s'attaquer véritablement aux différents acteurs qui maintiennent ce problème du côté de son pays. Tshisekedi aujourd'hui est en train de briller par des accusations au moment où il doit travailler pour s'attaquer aux véritables causes sur le terrain. Vous savez que l'ex-président Kabila aujourd'hui n'est pas la première personne à qui Tshisekedi indexe le doigt sur la problématique congolaise. Sur le plan international, c'est sa politique la plus excellente. On voit comment il passe son temps à accuser XY, à chanter que le Congo est agressé. Mais on n'arrive pas à voir comment il cherche à toucher véritablement les causes de ce problème-là. Donc, en accusant l'ex-président ou l'ancien président Kabila, aujourd'hui,
il faut mettre cette accusation dans le contexte, premièrement, et deuxièmement, dans l'oscillage de l'impuissance de Tshisekedi et à indexer les véritables acteurs. Du point de vue du contexte, il faut savoir que Tshisekedi est à son deuxième mandat et il est en train de vouloir également un troisième mandat, comme nous sommes en train de le voir. Il sait que en réalité, oui, nous savons que Tshisekedi est là non pas pour servir les intérêts du Congo, il est là pour assouvir ses mandats et servir ses intérêts. Parce que on n'arrive pas à comprendre que rendu au deuxième mandat, Tshisekedi n'arrive pas à apporter ne serait-ce que des exercices solutionnels à ce problème de la RDC. Si au niveau, à l'époque de son premier mandat, on peut lui donner un bénéfice du doute en disant que c'était le temps pour lui de prendre la réalité du pouvoir, au deuxième mandat, quand même, on devrait voir comment Tshisekedi pose des politiques aussi puissantes de résolution de ce problème de la RDC. Mais on a l'impression, mais ça ne veut rien dire. Un an, c'est suffisant, madame, étant donné que c'est son deuxième mandat. Étant donné que c'est son deuxième mandat, même en un mois, même en un jour, on peut poser des actions qui augurent les lendemains meilleurs, qui montrent aux populations que telle action vise véritablement à résoudre le problème. Mais tel n'est pas le cas avec Tshisekedi. Les actions qu'il pose tant sur le plan interne que sur le plan international sont des actions qui distancient la résolution de la problématique congolaise aujourd'hui. Donc, en accusant l'ex-président Kabila aujourd'hui, il faut l'inscrire dans la dynamique politique électoraliste également, parce que il y a aussi, c'est vrai que le scientifique ne doit pas toujours mettre raisonner en termes d'humeur, mais de plus en plus il y a les humeurs qui circulent au niveau de la RDC que Kabila est en train de se préparer pour être candidat aux prochaines élections présidentielles en RDC. Donc il y a des rumeurs de candidature de Kabila, ce qui pourrait expliquer que Tshisekedi parle dans son Absolument. Il y a donc ces rumeurs-là. Donc on voit aujourd'hui que Tshisekedi est en train de vouloir indexer un adversaire redoutable pour le discréditer auprès de l'opinion congolaise. Je vous entends, docteur Sango, oui. Est-ce que ce n'est pas un peu trop tôt? Si jamais il s'agissait effectivement de discréditer le futur candidat Joseph Kabila, qui par ailleurs avait déjà été président pendant, comme je l'ai dit tout à l'heure, une dizaine d'années, est-ce que ce n'est pas un peu trop tôt? C'est le début du second mandat. Madame, vous devez savoir qu'en politique, le calendrier n'est pas généralement un calendaire. Le calendrier est généralement linéaire et défini en fonction des actions sur le terrain. Aujourd'hui, dans le champ politique congolais, aujourd'hui, c'est clair que la population a déjà presque vomi Tshisekedi. C'est vrai qu'en Afrique aujourd'hui, nos présidents ne gagnent pas les élections démocratiquement. On a longtemps remis cette démocratie-là, n'est-ce pas, en cause aujourd'hui. Mais Tshisekedi donc est conscient de cette réalité-là, selon laquelle au sein de du champ politique congolaise, il n'est plus adoubé, il n'est plus prêt à être accepté par la population. Et il voit les tractations politiques qui s'opèrent au sein de la RDC aujourd'hui. Et le président Kabila aujourd'hui est politiquement engagé, ou du moins est en train de s'engager politiquement. D'accord? Il a laissé les élections présidentielles passer. Il avait des raisons personnelles peut-être. Ce n'est pas peut-être pour dire qu'il avait un agenda caché qui se cachait derrière. Donc moi, je ne suis pas en train de cautionner cette façon de faire de Tshisekedi, qui est en train de distraire l'opinion congolaise, africaine et même internationale sur les véritables problématiques de la RDC. Tshisekedi aujourd'hui doit se concentrer sur le problème congolais, qui n'est rien d'autre que le problème sécuritaire. Le Congo aujourd'hui n'arrive pas à se développer. Les Congolais aujourd'hui sont dans la misère, la pauvreté, justement parce qu'on leur a imposé une insécurité qui ne leur permet pas d'asseoir, n'est-ce pas, les politiques publiques économiques à l'effet d'impulser ou de faire décoller les dynamiques de développement. Voilà le problème aujourd'hui. Et lorsqu'on pose donc le problème de la RDC dans ce schéma-là, on comprend bel et bien où sont les responsabilités des uns et des autres. Ça permet de poser la question du qui finance
l'insécurité en RDC. C'est ça le problème aujourd'hui. Il ne faut pas voir les conséquences qui ne sont rien d'autre que des affrontements armés tels que le M23 et peut-être les groupes rebelles qui sont en RDC. Ces groupes rebelles et ce M23 ne sont rien d'autre que des conséquences, à mon avis, qui ont des causes bien définies. Et ces causes-là sont internes. D'abord parce que il faut une sorte de volonté politique pour résoudre ce problème, mais aussi et surtout externe parce que les gens qui accompagnent encore aujourd'hui la RDC en termes de partenariat et en termes même d'acteurs dans la résolution de ce problème-là sont malheureusement les mêmes acteurs qui financent, qui allument et qui entretiennent ces rebelles sur le terrain. Donc, il y a une sorte de caporalisation de la RDC aujourd'hui par les ennemis de la RDC qui sont non seulement à l'intérieur de la RDC mais aussi et surtout à l'international. Et c'est le moment encore de réitérer sur ce plateau de télévision que parmi ces ennemis de la RDC aujourd'hui figure bel et bien leur président. Je le réitère toujours, figure bel et bien Tshisekedi, qui n'arrive pas à trouver la bonne solution qui est d'ailleurs facile à implémenter. On a déjà démontré comment Tshisekedi peut procéder aujourd'hui pour résoudre ce problème. Et d'ailleurs, il en a conscience. Il n'ignore pas ces solutions-là. Mais il décide d'orienter ses regards ailleurs parce qu'il est redevable de certaines puissances occidentale. Donc la RDC aujourd'hui est une néocolonie parce que Tshisekedi l'a voulu, n'est-ce pas, ainsi. Or, une néocolonie, on ne peut pas la développer, on ne peut pas la démocratiser. La néocolonie est tout simplement le reflet et l'expression de la volonté et des desiderata des colons. Donc aujourd'hui, on voit que ce n'est pas de l'intérêt des colons, des puissances occidentales, que la RDC se démocratise, que la RDC se sécurise. C'est de l'intérêt des puissances occidentales que ce chaos persiste parce que ce chaos, n'est-ce pas, profite à leurs intérêts et au financement, n'est-ce pas, de leur industrie d'armement. D'accord. Docteur Sango, il y a tout de même une question avant de parler de la réponse de l'ancien président Joseph Kabila. Cette accusation du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, même si ce n'est pas la première accusation envers quiconque en ce qui concerne la sécurité, la question sécuritaire dans l'est du pays, ne vient-elle pas remettre au goût du jour la nature ou alors l'origine du problème dans l'est de la RDC? On sait que la RDC représente par exemple 51% du cobalt dans le monde entier, avec plusieurs autres richesses, diamants, coltan et tout ce qui va avec. Mais est-ce que cela ne vient pas mettre au goût du jour le fait que le problème en RDC, notamment à l'est, pourrait également être un problème congolais? Oui, il y a une responsabilité congolaise dans cette crise-là. On ne peut pas analyser cette crise congolaise sans aussi mettre sur la table la responsabilité congolaise, parce que il faut savoir que dans ce processus de déstabilisation auquel l'Afrique fait face aujourd'hui, il y a deux types d'acteurs qui se présentent généralement et qui travaillent souvent dans une sorte de concubinage incestueux, c'est-à-dire les colons du dehors et les endocolons de l'intérieur. Et ces deux travaillent souvent en phase pour implémenter leur processus de déstabilisation. Donc la RDC aujourd'hui ne saurait déroger à ce phénomène-là, ou du moins à ce principe machiavélique. À l'intérieur de la RDC aujourd'hui, nous avons des endocolons, en commençant même par la tête, le sommet de la RDC. Aujourd'hui, on a le premier endocolon qui est Tshisekedi. Et cet endocolonat également peut se retrouver non seulement au milieu de l'État, c'est-à-dire dans le gouvernement, mais aussi et surtout à l'aval, c'est-à-dire au niveau de la
de la population. Parce qu'il faut également indiquer que la vassalisation des ressources naturelles de la RDC telle qu'elle fonctionne aujourd'hui bénéficie aussi à certaines populations, n'est-ce pas, de la base et qui utilisent les retombées de cette exploitation mafieuse des ressources naturelles et des matières premières. Et des pareilles personnes ne seraient pas prêtes à travailler aujourd'hui pour que ce processus de vassalisation de la RDC s'arrête. Donc les intérêts sont partagés. Il y a une sorte d'économie de la guerre qui est implémentée non seulement par des populations, par des groupes rebelles, par des gouvernements, mais aussi et surtout par des hommes politiques au rang desquels Tshisekedi et beaucoup d'autres hommes politiques au niveau de la RDC. L'économie de la guerre n'est pas seulement matérielle. L'économie de la guerre n'est pas seulement financière. L'économie de la guerre peut aussi être politique et stratégique. Du point de vue, n'est-ce pas, politique et stratégique, cette économie de la guerre bénéficie aux hommes politiques. Lorsque vous voyez tout le champ politique de la RDC, que ce soit les hommes politiques du pouvoir ou les hommes politiques de l'opposition, personne ne travaille dans le sens de la déconnexion de la RDC vis-à-vis des puissances occidentales. C'est-à-dire, on ne voit pas un leader politique en RDC qui pose la problématique congolaise comme il faudrait la poser. C'est-à-dire poser la panafricanisation de la RDC. C'est-à-dire ressusciter et implémenter l'idéologie de Patrice Lumumba. Parce que c'est cette idéologie-là qui va permettre d'inscrire la RDC dans la dynamique de sa libération. Penser une autre solution aujourd'hui serait n'est-ce pas ici, être naïf ou alors caresser le problème. Résoudre le problème de la RDC nécessite qu'on remette sur la table l'idéologie panafricaniste. Or, qu'est-ce que l'idéologie panafricaniste définit et dit comme objectif? Le panafricanisme, c'est une idéologie qui voudrait que l'Afrique prenne en main sa souveraineté, qui voudrait que l'Afrique se libère de la colonisation, de l'influence occidentale, de l'impérialisme. C'est ça les objectifs du panafricanisme. Or, lorsque vous voyez la RDC aujourd'hui, et rappelez en passant que c'est à cause de ces objectifs-là que Patrice Lumumba avait été assassiné, avait été incinéré, avait été brûlé jusqu'aux dents. C'est à cause de ça. Or, lorsque vous voyez donc aujourd'hui le management congolais, que ce soit celui de l'opposition ou celui du pouvoir, il y a ce déficit du panafricanisme, il y a cette absence de la mémoire même de Patrice émérite Lumumba. Et cette façon de faire n'est pas neutre. Cette façon de faire témoigne tout simplement de l'économie de guerre, c'est-à-dire la plus-value, le bénéfice que ces hommes politiques gagnent en soutenant la guerre en RDC. Parce que en soutenant cette guerre-là, en refusant de s'attaquer à cette guerre-là, ces hommes politiques ont plus de chances d'arriver au pouvoir ou du moins de capter, n'est-ce pas, les fruits du pouvoir. Parce que, encore en RDC, c'est la démocratie occidentale qui est encore implémentée. Donc, en RDC aujourd'hui, on voit qu'il y a une responsabilité des acteurs politiques qu'il ne faut pas mettre de côté, mais une responsabilité qui est du point de vue comparatiste, secondaire ou résiduel par rapport à la responsabilité occidentale. Merci, docteur Sango. Eh bien, après avoir dit tout cela, une autre interrogation serait: la République démocratique du Congo ne serait-elle pas simplement victime de la traçation, alors la division de ses frontières? Car on s'en souvient, il y a de cela quelques mois, c'était en 2022, quand le président Paul Kagame déclarait que les frontières aujourd'hui qui séparent la République démocratique du Congo et le Rwanda sont des frontières coloniales, des frontières héritées par la colonisation. Alors ne faudrait-il pas aujourd'hui
parler en termes de frontières entre ces différents pays, que ce soit l'Ouganda, le Rwanda, la République démocratique du Congo, afin que ces ressources qui aujourd'hui représentent finalement l'enjeu principal dans cette région soient d'une certaine manière dispatchées pour chacun. C'est peut-être là, Dr Sango, qu'interviendra cette idée que vous avez souvent défendue, hein, la création d'un État de l'Afrique de l'Est ou encore couplé à l'Afrique centrale. Ça, c'est une vérité, j'ai envie de dire, indubitable, qui s'impose aujourd'hui aux Africains et qui voudrait qu'on impose aujourd'hui aux Africains, mais qui malheureusement est difficilement accepté et acceptable par certains acteurs africains et fondamentalement certains acteurs politiques au niveau de la RDC. Ce que vous venez de dire là, c'est le passage, c'est-à-dire c'est l'élément catalyseur de la libération du continent africain aujourd'hui. Nous sommes conscients que l'Afrique baigne dans ce chaos aujourd'hui, justement parce qu'on a balkanisé l'Afrique, on a divisé l'Afrique. Cette Afrique qui était à l'époque, avant la rencontre, n'est-ce pas, avec l'Occident, l'Occident a pénétré l'Afrique, a balkanisé l'Afrique jusqu'à sa moelle épinière. Et cette balkanisation-là explique en termes de conséquences tout ce que nous vivons aujourd'hui comme chaos et désordre. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a divisé l'Afrique et on a laissé croire dans les consciences des Africains que les pays africains qui constituent 54 États continentaux sont des pays totalement différents. C'est-à-dire en érigeant ce qu'ils ont appelé le principe de l'intangibilité des frontières. Et on a octroyé des frontières artificielles au continent africain, alors que c'est un continent qui n'avait pas de frontières, ou du moins qui n'avait de frontières que par rapport aux autres continents, c'est-à-dire continent européen, asiatique, américain, etc. Donc, cette façon de faire a été faite à dessein. C'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, il faudrait que la solution au problème du continent africain passe par cette théorie du déconstructivisme-constructivisme. Il faut déconstruire cette politique de la balkanisation et construire à nouveau une nouvelle politique qui sera cette fois-ci une politique panafricaniste, une politique unitaire du continent africain. En RDC aujourd'hui, ce problème-là est l'un des problèmes qui enlisent la crise congolaise et qui empêche à ce qu'on puisse trouver une solution dans la dynamique du temps long. Et ça revient sur les propositions que j'ai toujours faites chaque fois que vous avez mis le sujet de la RDC sur la table de votre analyse panafricaniste. Il y a deux solutions. Nous disons que en RDC aujourd'hui, compte tenu de cette réalité liée à l'intangibilité des frontières qui fait en sorte que le Congo soit aujourd'hui sur le plan international un pays entre guillemets souverain, le Rwanda souverain, l'Ouganda souverain, la solution à court terme consisterait donc pour la RDC qui est agressée de construire son indice de puissance et de s'imposer sur son intégrité territoriale. Parce que vous ne pouvez pas vous dire souverain et ne pas contrôler l'étendue de votre territoire. À partir du moment où 1 millimètre vous échappe à votre contrôle, à partir de ce moment-là, vous êtes tout sauf un État souverain. Donc la RDC, à court terme, doit implémenter, du point de vue polémologique, son indice militaire. À long terme donc, et c'est là la solution la plus pertinente que nous préconisons à tous les États africains pour échapper à cette spoliation déstabilisatrice des puissances occidentales, c'est d'enlever de leur tronc cérébro-spinaux, c'est-à-dire leur conscience, l'idée que l'Afrique est divisée et d'inculquer l'idée selon laquelle l'Afrique est une et indivisible. Cette façon de faire aura comme conséquence la transformation au niveau de l'élaboration des politiques publiques à l'intérieur de chaque État africain.
L'idéal type d'analyse, c'est les États de l'AES, la Confédération. Vous avez vu, lorsque Assimi Goïta est arrivé au pouvoir, en votant une nouvelle constitution, vous avez vu les passerelles qu'il a laissées au niveau de la constitution nouvelle du Mali. C'est-à-dire la possibilité pour le Mali de s'ouvrir et de s'agrandir dans l'objectif de construire les États-Unis d'Afrique. Or, lorsque vous voyez par exemple les constitutions des autres pays africains telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui, c'est des constitutions bâclées, c'est des constitutions qui restent encore jalouses des souverainetés telles que héritées par la colonisation, c'est des constitutions qui sont encore embrigadées par des accords lyonnais sur le plan international. Je vous mets à défi que lorsque vous allez prendre toutes ces constitutions de ces États-là qui sont encore dans cette dynamique occidentale, toutes ces constitutions ont un principe machiavélique dangereux qui les caractérise. C'est lequel? C'est le principe qui dit que le traité est supérieur à la Constitution. Lorsque vous avez un pareil élément dans votre constitution, lorsque vous avez un pareil paragraphe dans votre constitution, ça annule toute votre ambition en termes d'émancipation, en termes de développement et en termes de modernisation. Vous ne pouvez pas vous développer parce qu'à chaque moment que vous allez vouloir prendre la dynamique du développement, on va vous imposer à travers les traités internationaux un accord qui va aller à l'encontre de ce que vous avez voulu prendre comme politique économique de développement. Et c'est comme ça que le développement sera retardé, enterré, spolié et asphyxié. Donc aujourd'hui, il est important de comprendre que on ne peut pas vous dire que vous êtes souverain et ne pas revertir les rouages de votre souveraineté véritablement. La solution, nous ne nous en sortirons jamais seuls. Il faut une prise de conscience panafricaniste de tous nos dirigeants qui doit, n'est-ce pas ici, les pousser à comprendre que le continent africain reste un et indivisible et doit se mettre ensemble pour combattre l'ennemi qui leur est commun, qui n'est rien d'autre que l'impérialisme, la colonisation et aujourd'hui le capitalisme qui matérialise par ce qu'on appelle le libéralisme économique. Docteur Sango, une toute petite parenthèse, étant donné aussi que ces constitutions dont nous parlons prévoient dans leurs articles que les pays africains peuvent se mettre en confédération ou encore en fédération, qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui retarde réellement cette création d'États, que ce soit de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest ou ailleurs? Oui, et ce qui coince, c'est que c'est le manque de sincérité, c'est le manque de courage, c'est le manque de volontarisme. D'accord? Et vous savez que beaucoup de présidents prêchent généralement le panafricanisme ici. Beaucoup d'acteurs politiques africains surfent sur le panafricanisme chaque fois. Ils sont nombreux là-dehors. Mais ce n'est pas parce qu'ils chantent panafricanisme, nationalisme, qu'ils sont véritablement nationalistes. Il faut également mettre cette clause sur la table de l'analyse et éveiller les consciences des concitoyens africains et de ne plus tomber dans ce genre de pièges. C'est-à-dire on a des dirigeants aujourd'hui que quand ils sont en inimitié avec une puissance occidentale, ils retournent aborer la toge du panafricanisme et dire qu'ils sont panafricanistes. Cette façon de faire là doit être dénoncée. Ils sont nombreux qui se caractérisent de cette façon-là. Or, le panafricanisme, c'est quoi? Le panafricanisme, c'est un humanisme. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui doit être inhérente à la personnalité. C'est une idéologie que quelqu'un développe dès sa naissance et voudrait l'implémenter comme telle, en dépit des obstacles rencontrés sur le terrain. C'est ce genre de leader panafricaniste dont on a besoin aujourd'hui. Lorsque vous avez de pareils hommes politiques panafricanistes du point de vue, n'est-ce pas ici, inhérents, du point de vue idéologique, du point de vue, n'est-ce pas, des valeurs, lorsqu'il définit une action comme politique dans un État, cette action-là s'implémente, ou du moins il travaille pour que cette action-là s'implémente. On a vu le cas de Kadhafi, par exemple. On a vu le cas de Thomas Sankara.
On a vu le cas de Patrice Lumumba. C'est-à-dire c'est des gens qui sont morts à cause des valeurs qu'ils incarnaient. Et ils n'ont pas reculé parce que l'impérialisme voulait les tuer. Ils sont morts sur le terrain parce qu'ils avaient des valeurs. Et lorsque vous avez des valeurs et des principes qui vous incarnent, quel que soit l'obstacle que vous rencontrez sur le terrain, vous êtes prêt à mourir. Pas ces panafricanistes, n'est-ce pas, ici, superficiels que nous avons aujourd'hui. Confronter un petit obstacle et y retourner la veste. Non, on a besoin des hommes éclairés aujourd'hui. C'est pour cela que nous disons que parmi les solutions qu'on doit implémenter aujourd'hui en Afrique, il y a la solution de la définition du nouveau leadership du continent africain. On doit revoir le leadership du continent africain parce qu'en réalité, ces présidents qui sont encore à la tête de nos États africains et qui n'arrivent pas à comprendre l'enjeu panafricaniste tel que nous l'expliquons sur vos chaînes de télévision panafricanistes, il serait très difficile que le continent se libère parce que à terme, c'est à eux que reviendront toujours la responsabilité de signer le traité qui viserait soit à se délier, soit à se reconnecter avec ces puissances occidentales. Donc pour que cela, le combat panafricaniste soit cohérent et pertinent, efficace et efficient sur le terrain, il faudrait qu'il y ait une sorte d'osmose entre la population et le sommet. Il faudrait que ce que la population ressent sur le terrain soit ce que le président, le leader implémente au niveau du sommet. D'où l'engagement panafricaniste. Il faudrait que l'Afrique cherche à porter à la tête de leurs États des personnalités qui pourront travailler dans ce sens-là. C'est ce que nous appelons prendre le contrôle politique du continent. Tant que ce contrôle politique sera encore majoritairement détenu par des panafricanistes frélatés, le combat panafricain continuera toujours à prendre des coups. Donc c'est pour cela que les organisations d'intégration sous-régionale dont vous parlez là tout à l'heure n'arrivent pas à fonctionner positivement dans le sens de la construction des intérêts du continent africain, justement parce que c'est des organisations frilatées, c'est des organisations influencées par des puissances occidentales, c'est des organisations parachutées et tout simplement copiées de l'Occident. C'est pour cela que les États de l'AES ont claqué la CEDEAO, parce qu'ils avaient compris que la CEDEAO avait des objectifs salvateurs, mais les actions étaient orientées ailleurs. C'est pour cela que l'AES a été mise sur pied et on voit du point de vue comparatiste comment l'AES travaille dans le sens de libérer le continent africain au moment où la CEDEAO, qui est là pendant pratiquement 30 ans, 35 ans, continue encore à accepter la politique de vassalisation du continent africain à travers les Africains. Durant tout son mandat, le président Tshisekedi a excellé dans l'art d'accuser les autres. Il fait preuve jusque-là d'un grand déficit de sentiment de redevabilité envers le peuple congolais. Accuser Joseph Kabila jour et nuit, sans preuve ni fondement, alors que celui-ci est jusque-là le symbole de la démocratie au travers de la toute première alternance que ce pays a connue. Cela ne favorise pas la cohésion nationale. Joseph Kabila reste défenseur et protecteur des valeurs républicaines et la seule voie pour lui d'accéder au pouvoir, c'est celle des urnes. J'appelle ainsi Félix Tshisekedi à se concentrer sur la gestion du pays qui est tombé aujourd'hui plus bas que jamais dans son histoire. Quant au tiroir qu'il promet de rouvrir, qu'il soit certain d'avoir tous les éléments, car de notre côté, nous sommes prêts à présenter les nôtres face au peuple congolais et face à l'histoire. Fin de citation. Tels étaient donc les propos de la porte-parole de Joseph Kabila suite à cette accusation de tentative d'insurrection et d'instrumentalisation de l'AFC portée contre l'ancien président Joseph Kabila. Docteur Sango, parler d'un Congo qui est aujourd'hui plus bas, au plus bas niveau qu'il y a par exemple 7 ans, 8 ans, 10 ans, et rappeler que Joseph Kabila est le symbole de la démocratie au travers de la toute première alternance que le pays a connue. Est-ce que vous réussissez à intégrer ces propos de la porte-parole de Joseph Kabila?
Écoutez, Joseph Kabila lui-même a sa part de responsabilité, c'est-à-dire il n'est pas étranger sur tout ce qui se passe aujourd'hui au Congo, ou du moins la crise congolaise aujourd'hui est à ce niveau justement parce que Kabila lui-même a été un problème dans ce problème-là. Donc aujourd'hui qu'il est face en quelque sorte à cette politique d'accusation de Tshisekedi, nous disons qu'il a, n'est-ce pas, la raison, il a le droit de se défendre, mais cette défense-là ne doit pas emporter, n'est-ce pas, ici, hein, les manipulations des Congolais et des Congolaises qui doivent croire que l'ancien président Kabila serait redevenu subitement la panacée au problème du Congo. Donc, je sais que il n'a pas lui-même été la solution au problème sécuritaire. Tout à fait. Mais sauf que lorsqu'on fait une petite comparaison entre le mandat de Kabila et le mandat de Tshisekedi, on voit quand même que le mandat de Kabila était quand même plus calme ou du moins le chaos n'avait pas encore dégénéré comme il est aujourd'hui sous le règne de Tshisekedi. Il faut être malhonnête que de ne pas le reconnaître. On voit que il n'y a pas comparaison du point de vue comparatif. Donc ce que nous disons aujourd'hui, c'est que Tshisekedi, au lieu de pousser la politique de Kabila, qui était déjà une politique qui permettait du moins à contenir le problème de l'insécurité de la RDC, a plutôt ramené encore, ou du moins accentué encore l'insécurité au niveau de la République démocratique du Congo. En ce qui concerne l'alternance au niveau des États, nous savons qu'en réalité, l'Afrique a encore du chemin à faire. C'est vrai qu'on peut saluer le fait que Kabila soit passé soit parti du pouvoir en facilitant cette transition, parce qu'il faut le dire, rien aussi ne le forçait de partir du pouvoir. Il pouvait aussi, comme les autres, chercher à rester au pouvoir et inscrire le Congo davantage dans ce chaos qui le caractérise jusqu'ici. S'il est parti, c'est quand même quelque chose qu'il faut aussi saluer. Mais qu'il ne faut pas dire que en réalité, c'est un élément qui montre que la RDC est déjà dans la démocratie. La démocratie en RDC reste encore une démocratie frélatée. Une démocratie qui est portée par des puissances occidentales. Une démocratie qui n'est pas encore une démocratie telle que nous les panafricanistes, nous le voulons. Parce que il y a une chose que les gens oublient souvent. Lorsqu'on parle de la démocratie en réalité, on ne doit pas penser que c'est quelque chose qui vient de l'Occident. Et la démocratie a commencé en Afrique. Et c'est l'Afrique qui a commencé à implémenter la démocratie. Mais sauf qu'en réalité, les puissances occidentales l'ont perverti, ou du moins l'ont utilisé comme étant un élément de domination et de déstabilisation aujourd'hui. Donc la démocratie dont le continent africain a besoin aujourd'hui, c'est une démocratie libre, souveraine, qui vise à donner le pouvoir à la population. C'est la population qui doit choisir son dirigeant et qui doit le mettre au pouvoir. C'est ce genre de démocratie dont on a besoin aujourd'hui. Mais Dr Sango, je vous entends, mais il y a parfois des pays où l'on veut bien promouvoir cette démocratie, mais il n'y a pas de candidat qui pourrait évincer le président au pouvoir. Il n'y a pas de figure emblématique qui inspirerait les citoyens, qu'ils soient panafricanistes ou épris de souveraineté et de paix, qui pourraient porter leurs aspirations. Non, madame, il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un, sauf que cette personne-là n'est pas toujours mise en avant. Cette personne-là est toujours, n'est-ce pas, ici, hein, combattu par un certain nombre d'éléments mis en place par ces puissances occidentales. Il y a toujours dans chaque État au niveau du continent africain, et ce, même depuis le processus des indépendances, ce n'est pas maintenant que cela va naître. Il y a toujours un leader qui se démarque et qui pense que l'Afrique peut se prendre en main. Ils sont partout, dans tous les États africains aujourd'hui. Même au Tchad, là, partout, ils sont là. Mais ils n'ont pas pu prospérer
Parce que en réalité, hein, les puissances occidentales ne l'ont pas voulu. Puisque comment est-ce que ça fonctionne? Lorsqu'il y a élection, par exemple, dans un État africain aujourd'hui, les puissances occidentales ont leur candidat. Et ils s'arrangent à ce que ce candidat-là ait tous les moyens du point de vue de la communication, du point de vue des moyens techniques, du point de vue, n'est-ce pas ici, hein, des médias, de la visibilité, etc., etc. Ils travaillent pour que leur candidat arrive au pouvoir. Vous savez que c'est le pouvoir de la finance. Et il arrive souvent parfois que des hommes qui ont parfois une idéologie totalement souverainiste n'arrivent pas à implémenter leur souveraineté justement parce qu'ils n'ont pas ces moyens, ils n'ont pas ces capacités en termes financiers d'implémenter leurs objectifs. Donc nous pensons aujourd'hui qu'il y a également un problème de rapport de force pour mettre un terme à cette façon de faire. Il y a un problème de rapport de force qu'on doit davantage développer pour faire en sorte que le leader que le citoyen a choisi soit celui-là qui devienne président de la République. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. C'est-à-dire un rapport de force qui ferait en sorte que on ne doit plus tuer les présidents africains et les faire remplacer par d'autres présidents valets. Un rapport de force qui voudrait que dans chaque pays africain aujourd'hui, qu'on n'instrumentalise pas le pouvoir n'importe comment à travers ce que j'appelle souvent la colonialité du pouvoir. Non, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Et cela passe par une prise de conscience d'abord de la population, mais aussi et surtout par un volontarisme de nos dirigeants qui doivent comprendre que c'est la population qui est dépositaire du pouvoir et non les puissances occidentales. Et je sortirai en disant, en mettant en exergue que le comportement de ces présidents chaque fois qu'ils sont élus, pour illustrer ce que je suis en train de dire, chaque fois qu'il y a élection dans un pays africain, après la publication des résultats, il faut souvent voir le comportement de nos chefs d'État. Ils restent généralement pantois. Tant que la communauté internationale n'a pas encore appelé pour féliciter, ils restent pantois. Cette façon de faire démontre tout simplement qu'ils sont redevables à cette communauté internationale au moment où nous demandons que la personne à remercier ou la personne qui devrait être, n'est-ce pas, ici remerciée en première personne, soit le peuple ou la population. Et c'est ce que nous avons vécu jusqu'ici dans l'histoire du continent africain. On a vécu au Mali, au Burkina Faso et au Niger, qui font aujourd'hui l'objet d'une sorte de révolution du continent africain. On a vu que là, il y avait des présidents qui venaient d'être élus. Ibeka au Mali, et au Niger avec Bazoum, et au niveau du Burkina Faso avec Damiba et son prédécesseur. Mais ça n'a pas empêché que, malgré leur élection à la tête de l'État, de ces différents États, que le peuple sorte pour demander leur départ. C'était un indicateur qui montrait qu'il y avait une crise de légitimité, il y avait une manipulation de la légitimité qui caractérisait ces pays-là. C'est donc cette manipulation et crise de la légitimité que nous voulons donc résoudre aujourd'hui à travers la vraie légitimité qui n'est pas forcément électorale et votale. Bien, docteur Sango, on vous a compris sur cette question. Avant de passer à l'appui de la MONUSCO, à la force de la SADC sur le territoire congolais toujours, car c'est un peu comme une spéciale ce soir concernant l'actualité en RDC, ne faut-il pas penser dialogue aujourd'hui du côté du Congo, après que le président Tshisekedi ait affirmé, annoncé qu'il était possible d'entrer en guerre contre le Rwanda, après que le président Tshisekedi ait fini d'accuser l'Ouganda, d'accuser le Kenya de mal gérer la crise dans l'est du pays, accuser le processus de Nairobi et démontrer sa confiance en cette réunion de Luanda. Ne faut-il pas penser aujourd'hui dialogue? Maintenant, vous direz entre qui je pourrais peut-être mentionner le président, le gouvernement Tshisekedi, le M23, pourquoi pas l'Ouganda. On rappelle quand même que le M23 continue de demander audience au pouvoir de Tshisekedi. Des accords de cessez-le-feu ne cessent d'être signés, mais il n'y a pas de cessez-le-feu sur le terrain. Peut-être c'est parce qu'aucune partie, finalement, agresseur ne se présente à ces réunions. Ok. Je vais vous répondre métaphoriquement, en convoquant une métaphore. D'accord? Vous êtes une femme.
vous êtes l'épouse de mon beau-frère, que je connais très bien, voilà. Un individu vient, un brigand vient, il entre dans votre maison, il vous viole. D'accord? C'est un très vilain exemple. Voilà, il pille, il viole devant les enfants, devant votre époux. Et vous voulez que votre époux dialogue avec cet agresseur? Je ne pense pas. C'est la même situation que se trouve la RDC aujourd'hui. Cette métaphore, qu'est-ce que l'époux ferait J'en viens. Cette métaphore-là aujourd'hui est celle qui convient à la situation de la RDC. Qu'est-ce que l'époux devrait faire? Mais l'époux devrait chercher à assassiner cet agresseur, à se débarrasser de cet agresseur. C'est-à-dire à agresser aussi cet agresseur-là parce qu'il a violé votre domicile. Il est venu vous assassiner devant ses enfants, chose qui n'est pas normale du point de vue naturel et même du point de vue du droit international. Ok, Dr. Sango, il n'y a rien qui explique cela. Partant du postulat que le Rwanda est considéré comme l'agresseur de la RDC, l'Ouganda soutient de l'agresseur à la RDC, le Kenya soutient de l'agresseur à la RDC, et maintenant que des puissances internationales, des puissances étrangères à l'Afrique soient considérées comme des guides, justement, des marionnettistes de l'agresseur à la RDC, qui doit donc être agressé? Qui doit être agressé? Vers qui on dirige les attaques pour régler la situation? Oui, mais aujourd'hui, ce qui se passe en RDC, on voit bel et bien qui sont les adversaires de la RDC. On voit bel et bien qui sont les amis de la RDC. On voit bel et bien qui sont ceux qui travaillent pour que la RDC ne retrouve pas sa souveraineté géologique, qui doit l'inscrire dans la dynamique de son développement. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent que, concernant le problème de la RDC, il faut avoir une grille de lecture réaliste. Il faut sortir de l'idéalisme politique qui consiste à privilégier la résolution des conflits par le dialogue, par la négociation, par la coopération. Parce qu'aujourd'hui, du point de vue réaliste, ces différents éléments sont utilisés aujourd'hui par des États sur la scène internationale pour satisfaire et imposer leurs intérêts aux autres États. Dans cette dynamique, nous disons donc que les États en crise, les États qui sont dans une situation d'agression, doivent se méfier des négociations, des dialogues, des traités, des conventions sur le plan international. Pourquoi? Parce que en tête, n'est-ce pas, des grandes missions de la diplomatie, des traités et de la négociation sur le plan international, figure bel et bien la configuration des rapports de force, d'ambition et de rivalité présents et prévisibles sur le plan international. Lorsqu'on vous impose une négociation, lorsqu'on vous dit à chaque fois que vous êtes agressé qu'il faut négocier, c'est justement parce que on veut vous imposer à travers cette négociation des clauses qui vont vous empêcher de vous libérer de cette agression. On peut remettre ici et revisiter l'histoire pour corroborer ce que je suis en train de dire à travers certaines négociations qui ont abouti à l'enlisement de la crise dans certains États au moment où il fallait trouver la solution. On va mettre sur la table ici les accords de Linus-Marcoussi avec la crise ivoirienne à l'époque où le président Laurent Gbagbo était confronté à une rébellion portée par Alassane Ouattara et Guillaume Soro, qui étaient des rebelles. On a imposé à Laurent Gbagbo ces accords de Linus-Marcoussi et ces accords ont permis à ces rebelles de se légitimer politiquement et de renverser Laurent Gbagbo à la tête de l'État. On a voulu imposer ces accords-là au président Goïta. Il a compris le chemin qui était, n'est-ce pas, en chemin et il est sorti de là. C'est pourquoi nous disons que la RDC aujourd'hui ne doit pas dialoguer avec ceux qui imposent ce dialogue-là. Qui sont ceux qui imposent le dialogue? C'est la communauté internationale. On en parlera tout à l'heure. C'est l'ONU. C'est les puissances occidentales. Ce sont ces organisations d'intégration sous-régionale frélatées
africaine telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Or, la RDC est dans une situation de vassalisation de ses richesses. Toutes ces personnes-là, toutes ces organisations-là qui veulent la négociation ont des intérêts sur ce qui se passe en RDC. C'est pourquoi nous disons que si Tshisekedi doit dialoguer, il doit dialoguer avec ceux qui proposent la solution autre que celle du dialogue. Et ces pays-là sont bien connus sur le plan international, d'accord? Tshisekedi aujourd'hui doit privilégier l'axe de l'Est qui pense que face à ce genre de situation, on peut implémenter une autre solution autre que celle qui est préconisée par ces impérialistes et par ces puissances occidentales. Mais le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, justement, a privilégié Dr Songo. Les voies proposées par la réunion de Luanda, d'ailleurs le président Tshisekedi l'avait déjà mentionné, il ne voulait même plus fonctionner avec les forces envoyées par le Kenya ou alors chapeautées par le Kenya. Je parle de la force de l'Afrique de l'Est. Aujourd'hui, en plus de cette réunion de Luanda, celui-ci s'attache donc à l'appui que pourrait apporter la mission onusienne dans la zone de déploiement de la communauté, enfin la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe, qui estime aujourd'hui venir renforcer les FARDC dans l'est du pays. Que viennent faire ces deux forces-là? D'ailleurs, on rappelle au passage que la MONUSCO est en train de partir de la République démocratique du Congo à la demande du peuple, qui a été finalement portée par le gouvernement congolais. Très bien. Je vais intervenir, je vais rebondir à partir de votre dernière phrase de chute pour comprendre donc la manipulation qui se cache derrière cette action de l'ONU qui vise aujourd'hui à fouler aux pieds ce que le peuple congolais, qui est le dépositaire de la souveraineté, a demandé, à savoir le départ de cette MONUSCO qui a échoué lamentablement dans les objectifs de la sécurisation du Congo. On ne peut pas aujourd'hui acquiescer ce que l'ONU vient de faire. Parce que ce que l'ONU vient de faire, c'est d'empêcher le départ de la MONUSCO au moment où le peuple congolais et son gouvernement ont demandé le départ en 2023. Donc derrière cette action-là, il faut voir la nette volonté de l'ONU, qui est la face cachée de ces puissances impérialistes, de maintenir la MONUSCO pour vassaliser et spolier la RDC, à l'état où il se trouve là actuellement. Donc contrairement à ceux qui saluent ce que l'ONU vient de faire là, il faut voir derrière cette action-là une stratégie et une tactique de cette organisation-là à se maintenir dans un pays où elle a été déclarée persona non grata. Qui sont les personnes, les acteurs qui ont proposé ce plan de paix? La France et la Sierra Leone. Voilà. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas des yeux? Pourquoi est-ce que les Africains n'ont pas des yeux pour comprendre qu'en réalité, ce sont les mêmes personnes qui sont toujours derrière? C'est une proposition de la France. Du gouvernement de la République démocratique du Congo. Docteur Songo, peut-être je vais peut-être vous irriter, mais cette manie de toujours pointer le doigt sur les autres. On rappelle que durant la campagne présidentielle du président Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'était on va mettre fin à la présence de la MONUSCO, mais juste après l'élection, la MONUSCO n'est pas partie directement, elle s'est retirée d'un seul de ses campements, ça je crois dans l'Ituri si je ne me trompe pas, mais demeure quand même dans l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, si elle apporte son aide à la SADC, c'est que forcément il y a des appuis du gouvernement congolais. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Parce qu'en réalité, du point de vue technique, la procédure qui accompagne le déploiement des forces de maintien de paix dans des États, c'est une procédure qui est accompagnée par un certain nombre de principes, parmi lesquels le principe du consentement, de l'accord de l'État où cette mission-là doit être
déployés. Il faut au préalable que le gouvernement donne son accord avant que ce processus ou cette mission de maintien de la paix se déploie dans votre territoire. Donc, il y a bel et bien le consentement de la RDC à cette politique de vassalisation de la RDC. Aujourd'hui, c'est pour cela que je vous ai dit que les responsabilités sont aujourd'hui partagées entre les leaders politiques de la RDC et les puissances occidentales impérialistes qui se sont entendus pour maintenir le chaos dans cette situation telle qu'elle fonctionne aujourd'hui en RDC. Il ne faut pas faire une analyse en dehors de ça. C'est une analyse bijective, bidimensionnelle, liée aux différents acteurs de la RDC aujourd'hui qui sont d'accord de tout ce qui se passe en concubinage avec les puissances occidentales. Je vous ai parlé des acteurs, n'est-ce pas, de cette mission-là, ou alors de cet accord-là proposé à l'ONU. On a la France, on a les pays comme la Sierra Leone. Et vous savez ce que c'est que la Sierra Leone dans l'histoire de déstabilisation du continent africain. C'est un pays qui est aujourd'hui pris en otage par la drogue. Et qui dit drogue dans le monde parle de la CIA des États-Unis. Donc, lorsque vous voyez les transactions politiques, politiciennes de ces puissances occidentales au niveau de l'ONU qui est devenu un chiffon, un instrument de satisfaction de leurs intérêts, vous comprenez que derrière cette mission, cet accord, il n'y aura rien de bon pour le continent africain et particulièrement pour la RDC. C'est l'occasion donc de dire qu'il faut dénoncer cette action-là, voir en cette action-là des ambitions dangereuses qui visent à déstabiliser davantage la RDC au moment où nous appelons Tshisekedi à diversifier son partenariat et à travailler avec des acteurs différents sur le plan international qui peuvent lui permettre de trouver la solution de la RDC. Au niveau africain, Tshisekedi aujourd'hui n'est plus obligé de travailler avec ces mêmes acteurs, le Rwanda, le Kenya, le Rwanda, etc. ou alors ces organisations frélatées d'organisations d'intégration sous-régionale. Tshisekedi aujourd'hui peut signer des partenariats avec l'AES, par exemple sur le plan africain. D'accord, on va sortir par et n'est-ce pas le parachever sur le plan international à travers les partenaires stratégiques de l'AES, à savoir la Russie, la Chine, la Turquie et bien d'autres pays encore. Qu'est-ce qui empêche véritablement Tshisekedi de procéder de cette façon? Qu'est-ce qui empêche? Alors, la seule raison qui peut expliquer tout cela, c'est justement parce que Tshisekedi montre qu'il est encore redevable à ces puissances occidentales, montre qu'en réalité, il est encore tenu par ces puissances occidentales et il voudrait que la RDC reste encore dans cette situation de néocolonie au service des puissances occidentales. Donc derrière cet accord de l'ONU, du Conseil de sécurité, n'entendez rien de bon pour le continent africain. Il faut plutôt y voir une stratégie manichéenne qui vise davantage à déstabiliser le Congo au moment où nous devons tout simplement le dénoncer et appeler tous les Africains à se mettre ensemble pour venir au secours de la RDC. Merci docteur Sango. Voilà ce que nous allons retenir comme dernier mot, voilà, de cette émission Regard panafricain qui vous a donc accueilli, je le rappelle, politologue et internationaliste. Merci infiniment, ce fut un plaisir d'avoir discuté avec vous. C'est moi qui vous remercie, madame, et je vous dis merci de la confiance que vous me faites chaque fois de venir aussi mettre sur la table de l'analyse, mes modestes analyses pour éclairer les consciences des panafricanistes. Merci infiniment pour votre disponibilité, vos analyses ainsi que votre expertise. Mesdames, Messieurs, merci à vous également de nous avoir écoutés sur notre radio, la 96.3 FM, la radio panafricaine, mais aussi à travers nos plateformes Internet, Facebook et YouTube. Je n'oublie pas de remercier Kelly qui était à la mise en onde de ce programme. Restez en compagnie de notre média, l'information et les émissions se poursuivent. Au revoir, Kinshasa.